Mémoire absente, partie 3, chapitre 3. Suite. Caroline était très nerveuse. Elle ne voulait pas arriver trop tôt, mais elle détestait être en retard. Elle avait longuement réfléchi à ce qu'elle allait mettre. Elle avait finalement opté pour une tenue d'une élégante simplicité, un ensemble pantalon bleu pâle avec un top d'un bleu plus soutenu. Il était 14h05 lorsqu'elle entra dans le Dauphin vert, où Stefano l'attendait déjà. Il se leva et saisit sa main tremblante entre les siennes. Pas de basse-main cette fois, mais son geste était d'une grande douceur. « Vous êtes encore plus belle dans la lumière du jour. »« Oh, vous commencez déjà à me gêner, dit-elle, furieuse de se sentir rougir comme une débutante, tout en pensant qu'elle lui retournait le compliment. « Belle et modeste. Quel mélange rarissime de nos jours, murmura-t-il taquin, en tirant galamment une chaise pour elle. La jeune femme s'installa en silence et repoussa ses cheveux derrière les oreilles, ce qui était chez elle un signe de nervosité. Stefano, percevant son embarras, décida de l'aider à se détendre. « Si vous me permettez de vous appeler par votre prénom, dois-je vous dire Enya ou Caroline ? Disons que Enya est le prénom sous lequel je suis connue dans le milieu professionnel. Caroline est plutôt utilisée dans le cercle de mes intimes. Me permettrez-vous d'en faire partie et de vous appeler ainsi ? Je n'y vois aucun inconvénient, répondit-elle sur le ton léger qu'avait adopté le jeune homme. Vous désirez boire quelque chose ? Un citron pressé, s'il vous plaît. Stefano passa commande et se laissa aller sur sa chaise, un coude sur le dossier. Je vous suis très reconnaissant d'être venu. Je tenais vraiment à me faire pardonner pour l'autre soir. Tout d'abord, il ne s'agissait pas d'une technique d'approche, contrairement à ce que vous laissiez entendre. Et puis, je pensais réellement que nous nous étions déjà rencontrés. Mais ceci semble vous contrarier. Aussi, oublierons-nous que je croyais vous connaître. Ce n'est pas le problème, mais je suis très susceptible lorsqu'il s'agit de mon amnésie, et j'ai cru que vous tourniez mon handicap en dérision. Comment avez-vous pu penser cela de moi ? Mais je ne vous connaissais pas. Vous devez reconnaître que votre premier regard pour moi n'était pas des plus amènes. Je ressentais un trouble que je ne m'expliquais pas. Cela m'a surpris pendant un instant. Mais croyez-moi, il n'y avait pas la moindre hostilité dans mon attitude. Est-ce indiscret de vous demander les raisons de votre amnésie ? Elle resta, comme toujours, très évasive sur le sujet. Accident de la route avec un coma post-traumatique. Voilà plusieurs années. C'est l'unique séquelle dont vous souffriez ? À ce jour, oui. J'ai subi plusieurs fractures, mais j'ai bien récupéré une fois sortie du coma. Elle se réjouit de la diversion que fit le garçon en servant leur commande et enchaîna. Vous vivez à l'année à Monaco ? Non. Cependant, j'y séjourne souvent. Je suis venu pour le cocktail de la FIA d'avant-hier, mais je dois être en Italie dans moins d'une semaine pour le Grand Prix de San Marino. Saint-Marin, si vous préférez. C'était aimable à vous de préciser, répliqua-t-elle avec une moue ironique. Et vous ? Je crois avoir compris que vous séjourniez chez vos parents. Vous n'avez pas de chez vous ? Si, mais pas à Monaco. Elle ne donna pas plus de précision et ce fut au tour du jeune homme d'afficher un sourire ironique qu'elle choisit d'ignorer en poursuivant. J'y suis très rarement de toute façon. Tout comme vous, je mène une vie de GT. GT ? Globetrotter, si vous préférez. GT, mais bien sûr. Cette formule nous va assez bien. Il est vrai que nos vies sont semblables sur ce point. Nous passons plus de temps à l'étranger que dans nos pays respectifs. Comment êtes-vous venu à exercer ce métier ? Vous aviez le physique, c'est indéniable, mais toutes les belles femmes ne sont pas top modèles. Oh, ce n'était pas une vocation. J'y suis arrivée presque par hasard. Je suis passionnée de photos. Après mon accident, je ne suis pas retournée vers les études. J'ai préféré suivre mon oncle Denis, le frère aîné de mon père, pour l'observer travailler. Il est photographe professionnel spécialisé dans la déco intérieure. Un beau jour, il m'a emmené avec lui à une séance de photos de mode dirigée par l'un de ses amis, le génial Gary Sandler. Ce dernier m'a remarqué et m'a proposé un petit essai juste pour le fun. Je me suis révélée très photogénique et efficace devant l'appareil. Je comprenais à demi-mot tout ce qu'il attendait de moi et cela a été une journée fantastique. Le lendemain, il me faisait rencontrer tous les spécialistes de la profession chargés de transformer les vilains petits canards en superbes mannequins. Les vilains petits canards en question ont tout de même de bonnes bases, sur lesquelles ils n'ont que quelques retouches à apporter. Vous honorez la réputation des Italiens, un incorrigible flatteur.
Le fait est que mes dons photogéniques étaient réels et je devins en quelques mois connu et demandé par les plus grands de la profession. Jusqu'au jour où Meredith Moore me proposa de faire partie de son équipe. C'est une femme merveilleuse et je n'ai jamais regretté d'avoir signé un contrat d'exclusivité avec elle. Une sorte de conte de fées. Cela ne vous a pas enlevé le sens des réalités. Je suis certain que vous êtes resté fidèle à vous-même et à votre façon de penser. Il est vrai que, contrairement à certaines de mes collègues, la fréquentation de ce milieu ne m'a pas changé. C'est un boulot comme un autre, voilà tout. Stefano fut très surpris par les propos simples de cette jeune femme dont les photos apparaissaient dans les plus grands magazines du monde. Son naturel, sa fraîcheur et sa modestie la rendaient irrésistible. Et elle n'en était même pas consciente. Il enchaîna. « Vous avez des projets professionnels dans les jours à venir ? Quelques séances photos et défilés par-ci par-là, mais je pars en Afrique du 21 mai au 8 juin. Vous ne serez pas ici pour m'encourager lors du prestigieux Grand Prix de Monaco ? Si je m'en tiens au planning prévu, non. Il est vrai que c'est dommage, car les occasions de venir vous applaudir sans prendre l'avion sont rares. Et oui, c'est vous qui l'avez dit, un vrai GT. » Ils bavardèrent ainsi à bâtons rompus de tout et de rien. Une conversation légère et agréable, durant laquelle Caroline rit beaucoup et se détendit totalement. Un moment de silence s'installa, tout aussi plaisant que leurs paroles. Ils étaient simplement bien. Caroline remarqua alors qu'il y avait un fond musical dans le bar. Elle sourit en reconnaissant la voix de Billy Paul, interprétant son inimitable Me and Mrs. Jones. « Pourquoi souriez-vous ? » ?»« La musique, c'est LA chanson de mes parents, depuis leur premier rendez-vous. Ils étaient tout jeunes et sont très vite devenus parents, mais ils sont toujours aussi unis. Leur complicité et leur amour vous font vous sentir de trop par instant, dit-elle le regard rêveur. Ils écoutèrent un instant la mélodie romantique, puis Stefano murmura « Cette mélodie a cet effet sur les gens ? Alors ce sera aussi notre chanson fétiche. » La gravité de sa voix fit battre plus vite le cœur de la jeune femme. Elle leva les yeux et ils furent prisonniers de ceux de Stefano. Le temps semblait s'être arrêté et un trouble délicieux les envahit. Cet instant béni prit fin lorsque le serveur s'approcha pour demander s'il désirait autre chose. Caroline regarda alors sa montre et vit avec effarement qu'il était presque 17 heures. Près de 3 heures s'étaient écoulées depuis son arrivée et elle ne les avait pas vus passer. « Il est tard. Non, merci, je dois m'en aller, ajouta-t-elle à l'adresse du serveur qui s'éloigna. « Vous vous ennuyez ?» s'inquiéta le pilote. « Oh non, il y a très longtemps que je n'ai pas passé un moment aussi agréable. Mais je dois consacrer plus de temps à ma famille. »« Je comprends. J'ai déjà obtenu beaucoup en vous gardant toute une après-midi pour moi. Accepteriez-vous de dîner avec moi dimanche ? » Avec plaisir. Elle constata qu'elle n'avait pas pris le temps de réfléchir. Sa réponse était une évidence. Je vous raccompagne à votre voiture. Ils ne prononcèrent pas une parole durant le court trajet qui les mena au parking. Les mots étaient inutiles. Ils se sentaient très proches dans ce silence complice. Elle ouvrit sa mini. Il déposa un baiser délicieusement troublant dans la paume de sa main. Elle se glissa rapidement sur le siège. « Je vous appelle pour dimanche, » murmura-t-il avant de refermer la portière. Caroline vit dans le rétroviseur qu'il la suivait des yeux jusqu'à ce qu'elle tourne au coin de la rue. Elle se sentait merveilleusement bien. Ces quelques heures avec Stefano lui avaient montré une toute autre facette de la personnalité du pilote. L'individu arrogant, froid et hautain, présent à la soirée de la FIA, était devenu un jeune homme drôle, agréable et sensible. Elle ne pouvait plus en douter. Elle était totalement séduite par Stefano Aurelia. Chapitre 4. Caroline attendit en vain l'appel de Stefano durant toute la journée du vendredi et le samedi matin. Elle s'en voulait de son impatience et de sa déception, mais n'y pouvait rien. Elle réagissait comme une adolescente à son premier rendez-vous et elle était d'autant plus contrariée qu'elle détestait n'être pas maîtresse de ses sentiments. C'est finalement quand elle n'y pensait plus, alors qu'elle jouait avec Margot, que la sonnerie tant attendue retentit. Elle décrocha, le cœur battant à tout rompre, et elle sentit une douce chaleur l'envahir au son de la voix grave qu'elle connaissait déjà si bien. Elle rit plus tard, lorsqu'elle fut seule, de sa sottise. Elle n'avait eu aucune raison de s'inquiéter. Elle comprit qu'il n'avait à aucun moment oublié de l'appeler. Il était débordé, simplement.
Tout en se préparant pour le rejoindre le lendemain, Caroline réfléchit à ses réactions et se promit de ne pas montrer à Stefano à quel point elle était déjà tombée sous son charme. Ils se promenèrent sur la plage et Caroline n'aurait su dire à quel moment leurs doigts s'étaient entrelacés. Tout naturellement. Stefano l'emmena dîner dans un petit restaurant de la côte et la quitta sur un baiser, trop chaste au goût de Caroline, qui s'étonna de ses réactions. Ils partaient pour l'Italie le lendemain, afin de préparer le Grand Prix de Saint-Marin qui avait lieu le dimanche suivant à Imola. Cette journée du 18 avril marqua la naissance d'une tendre complicité qui s'installa entre eux et fut la première d'une longue série de rencontres que la jeune femme vécut dans un tourbillon. Cependant, Caroline ne pouvait s'empêcher de s'interroger sur le peu d'empressement dont faisait preuve Stefano. Ils étaient pourtant adultes et elle voyait bien à ses regards qu'il avait, tout comme elle, des papillons dans le ventre lorsqu'ils étaient ensemble. Il ne lui donna son premier vrai baiser qu'1 mois après leur premier rendez-vous, durant les 3 jours qu'ils passèrent à Bruges. Le romantisme de la Venise du Nord se prêtait pourtant à merveille aux escapades en amoureux. Mais il avait réservé 2 chambres et ne tenta à aucun moment de lui faire partager la sienne. Toutefois, chaque instant partagé était du pur bonheur. Ces moments étaient brefs, car ils devaient s'arranger au mieux avec leurs emplois du temps respectifs, surchargés l'un et l'autre. Elle parvint à reporter de quelques jours son déplacement au Kenya et put ainsi assister au Grand Prix de Monaco. Elle consacrait à sa famille tous les moments qu'elle ne passait pas au travail ou avec Stefano. Il s'appelait beaucoup et elle le suivait par la pensée et grâce aux journaux. Comme une collégienne l'aurait fait sur un journal intime, elle notait tout ce qui le concernait sur son agenda. Dimanche 25 avril, Stefano vainqueur à Imola. Mercredi 28 avril, dîner avec lui. Jeudi 29 avril, mercredi 5 mai, défilé à Londres. Dimanche 9 mai, 3e au Grand Prix d'Espagne. Mardi 11 mai, vendredi 14 mai, séjour merveilleux à Bruges. Notre premier baiser, enfin. Dimanche 23 mai, il a gagné le Grand Prix de Monaco. Mardi 25 mai, jeudi 10 juin, photo au Kenya. C'est beau, mais j'ai hâte de rentrer. Dimanche 30 mai, Grand Prix d'Europe au Nürburgring, abandon. Mercredi 2 juin, mardi 22 juin, GP Canada, second, et GP USA, il a gagné. Parti 3 semaines. Que c'est long. Caroline étudia les écrans affichant les arrivées. Le vol 1427 en provenance d'Indianapolis était annoncé sans retard. Elle arrivait juste à temps. Le trafic était si dense aux abords des terminaux de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle qu'elle aurait pu rater l'arrivée de Stefano. Il ne savait pas qu'elle venait l'accueillir et elle aurait été malade de déception si elle l'avait loupé. Elle se posta près de la porte du hall de débarquement indiqué. Il y avait un monde fou. Elle ne le trouverait jamais. Décidée à éviter cela, elle monta sur un siège et put ainsi le voir arriver de loin grâce à sa grande taille. Elle appréhendait un peu sa réaction. Allait-il apprécier de la trouver là, sans en être prévenue ? Elle ne fit aucun signe, le dévorant simplement des yeux. Son cœur s'emballa et elle crut qu'il cessait de battre lorsqu'elle vit l'expression de bonheur intense qui envahit le visage de Stefano lorsqu'il l'aperçut. Ses traits s'illuminèrent, effaçant la fatigue qui les envahissait quelques instants plus tôt. S'approchant du siège et ignorant la foule, il la saisit à bras-le-corps avant de l'embrasser, à lui couper le souffle. Il n'avait jamais été si démonstratif et passionné, surtout en public. « Mon idée de venir t'accueillir semble te faire plaisir. Ça s'est vu tant que cela, se moqua-t-il tout en lichant son visage dans la douceur de son cou. 3 semaines, c'est beaucoup trop long. Nous ne devons plus rester séparés si longtemps. Je ne repars pas avant la semaine prochaine, je ne te quitte pas d'ici là. Stefano, si je suis venue ici ce soir, c'est pour te voir un peu avant de repartir. Comment ça ? Tu devais être à Monaco cette semaine. C'est exact, mais Meredith a besoin de moi au pied levé. Je décolle pour Oslo dans moins de 2 heures. Je suis désolée car je n'en ai aucune envie. Quelle torture! Je m'étais imaginé pouvoir t'enlever et te garder toute une semaine pour moi seule. Je n'ai pensé qu'à cela dans l'avion, murmura-t-il tout contre son oreille, faisant fourmiller 1000 sensations délicieuses au creux de son ventre. Flirter ne me suffit plus, je te veux tout entière, Caroline. Ravie de l'entendre, elle se dit qu'il n'avait que trop attendu.
Toutefois, elle dut reconnaître que ces mois, durant lesquels Stefano s'était contenté de lui faire la cour, avaient été magiques. Leurs sensations et leurs sentiments en étaient décuplés et c'était délicieux. Mais attendre encore une semaine entière allait être odieux. « Viens, allons récupérer tes bagages, ma voiture est au sous-sol. » Après un passage dans la salle de restitution des bagages, ils se précipitèrent au parking, riant comme des gosses en poussant le chariot à bagages récalcitrant. Le lieu manquant réellement de tranquillité et de confort, ils durent se contenter de caresses et de baisers. Ils ne purent ainsi assouvir le désir totalement exacerbé qui était le leur, mais ils partagèrent plus d'intimité durant ces quelques minutes qu'ils n'en avaient connu en 10 semaines de sages rendez-vous. Ce fut pour eux un déchirement de se séparer et de quitter la voiture de Caroline. « Caroline, quand rentres-tu exactement ? » ?»« Mon vol arrive à Nice le mardi 29 à 10h35, je crois. »« Je t'attendrai à l'aéroport. Je réserverai des places sur un vol pour Paris. Il y en a presque toutes les heures. Je dois m'y rendre avant les essais du Grand Prix de France, jeudi 30. Mais il est hors de question de se quitter de nouveau. Je t'enlève pour une escapade dans la ville des amoureux et, crois-moi, il n'y aura ni voiture inconfortable, ni parking sordide, ni avion à prendre. » C'est sur un nuage et les jambes en coton que le jeune top modèle s'en alla pour une semaine de séance photo. Elle fut très présente physiquement car, comme à l'accoutumée, Caroline fit preuve d'une grande conscience professionnelle. Mais son esprit et ses pensées passèrent la semaine ailleurs. Chapitre 5. Ils se retrouvèrent à l'aéroport et Caroline remarqua qu'une tension presque palpable s'était immédiatement installée entre eux. Elle pensa aux promesses qu'il lui avait faites une semaine plus tôt dans un autre aéroport. Elle eut un savoureux frisson à cette pensée. Stefano l'avait tout de suite prise par la main et restait silencieux. Silencieux, mais pas distant. Elle avait l'impression que toute parole était superflue tant leurs émotions affleuraient. Le vol leur parut très long et en même temps délicieux, car ils n'avaient qu'une seule envie, se trouver seuls. Le choix de l'hôtel la combla. En effet, Stefano avait eu soin de réserver dans un établissement d'un haut niveau de confort, mais petit et à l'ambiance feutrée. Elle n'aimait pas l'atmosphère mondaine et trop fébrile d'activité des hôtels de grand luxe parisiens. Elle ne les connaissait que trop bien, car elle devait les fréquenter très régulièrement. « Monsieur Aurélia, j'ai réservé une chambre double. »« Parfait, monsieur Aurélia. Vous serez très bien dans la chambre 101 que j'ai soigneusement choisie pour vous. Je vous souhaite un excellent séjour dans notre établissement. » Alors qu'ils attendaient l'ascenseur, le jeune groom qui les escortait ne cessait de les regarder alternativement. Nul doute qu'il les avait reconnus. Sa jeunesse et son manque d'expérience ne lui avaient pas encore enseigné la digne retenue du réceptionniste qu'il était bienvenu d'adopter dans ce type de situation. Le personnel ne voit ni n'entend quoi que ce soit. « Vous êtes bien Stefano Aurélien, le pilote, monsieur ?» bredouilla-t-il en s'effaçant pour les laisser entrer dans la chambre. « Tout à fait, jeune homme. Mais nous sommes ici incognito, » répliqua-t-il au groom avec un clin d'œil, tout en lui glissant un substantiel pourboire dans la main. Le jeune garçon regagna l'ascenseur sur un nuage tout étourdi de tant de chance. Deux célébrités, et généreuses avec ça. Caroline en riait encore tout en contemplant l'adorable décor, romantique à souhait, qui composait leur chambre. Le lit en alcôve recouvert du même tissu délicatement fleuri que les rideaux, les meubles anciens parfaitement patinés qui embaumaient la cire, le jardinet intime et adorable qui constituait la vue formait un ensemble douillet, dans le plus pur style des cottages anglais. Elle adorait. Son sourire s'arrêta net en croisant le regard de Stefano. Tant de passion et de sentiments passèrent dans cet échange qu'ils se jetèrent l'un sur l'autre plus qu'ils ne s'en lassèrent. Leur étreinte fut intense, presque brutale et très brève. Ils assouvissaient là des semaines de désir contenu. Ils avaient besoin de s'appartenir totalement, vite, vite. Ils s'aimèrent plusieurs fois cet après-midi-là, mais les suivantes furent plus tendres et plus raffinées. Caroline crut défaillir de volupté tant leur étreinte sous la douche qu'ils prirent ensemble fut douce et sensuelle. Leurs corps semblaient se connaître, ils étaient en parfaite harmonie. Elle s'assoupit quelques minutes et se réveilla en sentant le regard de Stefano sur elle. Son sourire lui valut un tendre baiser qu'il déposa sur ses lèvres avant de déclarer « Je te jure que je ressens vraiment cela. J'ai l'impression que tu es l'autre moitié de moi. »
Ce lieu commun m'a toujours fait sourire tant il paraît exagéré, mais c'est exactement ce que je ressens. Nous sommes les deux pièces d'un même puzzle. Quel romantique vous faites, monsieur Aurélia, ironisa Caroline pour ne pas montrer à quel point ses paroles l'avaient émue. Moque-toi tant que tu veux. Ces mots sont galvaudés depuis toujours par tous les amoureux du monde dont je fais maintenant partie. Caroline se nicha au creux de ses bras pour qu'il la serre, dissimulant ainsi le sourire de pur bonheur que ces déclarations éveillaient en elle. Je suis si bien, ronronna-t-elle contre son torse. Mais je suis aussi morte de faim, s'exclama-t-elle en s'agenouillant sur le lit, inconsciente du tableau qu'elle offrait. Pas toi? Oh si. Mais il ne parlait pas de nourriture. Bellissima. Tu es tellement, tellement belle, Carolina. Sa voix devenue rauque soudain et son regard qui s'était de nouveau voilé de désir firent oublier à la jeune femme l'appel de son estomac. La soirée se déroula merveilleusement, à l'image de toute cette journée magique que Caroline n'oublierait jamais. Elle s'endormit, heureuse et comblée, dans les bras de Stefano. Ils pensaient tous les deux, à cet instant, que leur magnifique histoire, qui débutait à peine, n'aurait jamais de fin. Le mercredi ressembla peu ou prou à la veille, plein d'amour, de passion et de tendresse. Le jeudi, ils durent se lever tôt car les séances d'essai du Grand Prix de France commençaient. Stefano et sa voiture étaient dans une forme superbe, satisfaisant pleinement le pilote et toute son équipe. Cette dernière avait réservé un accueil sympathique et chaleureux à Caroline, qui se surprit à adorer l'ambiance survoltée des paddocks. Elle comprenait beaucoup mieux la passion de son frère pour la compétition. Elle restait discrète et en retrait, tremblant d'angoisse à chaque passage de Stefano et son bolide. Elle n'avait jamais imaginé que les F1 puissent dégager une telle puissance. Le vendredi, Stefano poursuivit sur sa lancée, améliorant ses performances à chaque nouveau tour. Cela promettait une belle course pour l'écurie Aurélia. En fin d'après-midi, ce jour-là, Stefano lui proposa de piloter un de ses bolides. « Tu es fou, je ne saurais jamais faire cela. Et puis, imagine que je casse quoi que ce soit. » « Mais, cara mia, il ne s'agit pas de la voiture qui doit courir dimanche. Ma tendre petite sotte, crois-tu que je mettrai ma Formule 1 entre tes mains? »« Oh, toi, fit-elle en le poursuivant pour le punir d'un baiser de son insolence, je vais te montrer ce dont je suis capable. » Une demi-heure plus tard, elle s'extirpait de la monoplace avec laquelle elle venait de parcourir quelques tours du célèbre circuit de Magnico, quasiment au ralenti. Elle tremblait pourtant de tous ses membres tant ils étaient tétanisés. Elle s'était crispée sur le volant, les jambes tendues sur les pédales. Piloter ces engins était tout sauf une partie de détente. Mais elle avait trouvé cela fabuleux. « Alors ?» demanda Stefano en l'aidant à se redresser. « C'est génial, fantastique !» répondit-elle en détachant son casque avant de l'enlever. Elle ne vit pas que Stefano s'apprêtait à la prendre dans ses bras car elle enleva sa cagoule, libérant ainsi ses cheveux blonds qui tombèrent en cascade sur ses épaules. Elle secoua la tête pour les remettre en place et vit Stefano qui suspendait son geste. Il était très pâle et ses traits étaient crispés. « Tu vas bien? Tu es blême. »« Ça va aller, un simple coup de fatigue. Je vais aller m'étendre dans ma caravane quelques instants, » murmura-t-il en déposant un baiser distrait sur sa tempe. Il laissa la jeune femme interdite et peu convaincue et se dirigea vers son mobil-home. Comment pouvait-il lui dire qu'il avait enfin compris d'où il la connaissait et ce qui lui avait permis de s'en souvenir? Il eut toutes les peines du monde à donner le change en présence de Caroline dans les heures qui suivirent. Il prétexta la nécessité de se concentrer pour l'éviter le plus possible jusqu'au départ du Grand Prix de France qu'il ne gagna pas, contre toute attente. Personne, même pas ses plus proches assistants dans l'écurie, ne purent savoir ce qui s'était passé pour que Stefano soit aussi médiocre sur le circuit. Ce jour-là, Caroline ne fut pas dupe. Elle sentait bien qu'il s'était produit quelque chose d'assez grave pour en arriver là et pour ériger cette odieuse vitre glaciale qui semblait s'être installée entre eux. Comment avait-il pu changer, comme ça, soudain? Pourquoi passer du comportement amoureux le plus parfait à la réserve gênée qui était la sienne maintenant? Elle fut presque soulagée lorsqu'ils se séparèrent à l'aéroport. Stefano se rendait directement à Silverstone pour le Grand Prix de Grande-Bretagne, qui avait lieu le dimanche suivant, tandis que Caroline rentrait seule à Monaco.
Chapitre 6. Stefano obtint une modeste 5e position au GP d'Angleterre après sa médiocre 7e place à Magny-Cours. Alors que tout son entourage professionnel se demandait ce que signifiaient de tels résultats, le pilote trouvait, pour sa part, étonnant de s'être aussi bien classé, étant donné son état de nervosité et de déconcentration extrême. Il avait du mal à orienter ses pensées ailleurs que vers cette nuit terrible, mais extraordinaire. Il avait vécu en quelques heures le plus irréel, puis le plus affreux moment de sa vie. Cette étreinte incroyablement parfaite avec une inconnue qui l'avait prise pour un rêve sublime. Elle s'était donnée à lui vraiment, puisqu'il avait compris qu'il était le premier. Elle avait disparu lorsqu'il s'était éveillé, peu après. C'est alors qu'il avait découvert... Non, il ne voulait plus y penser. Stefano ne comprenait pas comment il avait pu ne pas reconnaître immédiatement en Caroline la jeune fille de ce soir-là. Ce corps et tout ce qu'il avait ressenti l'avaient hanté durant de longs mois. Il n'avait plus jamais été capable de sentiments durables pour quelque femme que ce fût. Il aurait juré être capable de retrouver cette fille entre mille si, par bonheur, leurs routes venaient à se croiser de nouveau. Caroline avait certes quelques années de plus et avait acquis une grande maturité. Son nez avait été refait, elle portait ses cheveux plus courts et leur blond était plus cendré, mais tout de même... Ils s'étaient revus, avaient fait l'amour et il n'avait rien pressenti, hormis cette sensation de l'avoir toujours connue et qu'elle ne pouvait plus appartenir à aucun autre. Il croyait qu'elle avait réussi à chasser enfin son beau fantôme de ses pensées, mais elle n'était qu'une seule et même personne. Toutes ces années à courir après une chimère pour la retrouver enfin, mais à quel prix? Ce qui obsédait Stefano, ce n'était pas tant de ne pas l'avoir reconnue, mais l'idée qu'elle pût être, de près ou de loin, mêlée à cette atroce affaire. Il tournait et retournait tout cela dans sa tête. Indifférent à cette nouvelle contre-performance, il avait rapidement quitté les stands du circuit de Silverstone pour rejoindre sa caravane tout en allumant une cigarette. C'est à ce moment que son père le rattrapa. Il semblait préoccupé et s'adressa à son fils en italien. « Tu n'es plus toi-même, Stefano. Il se passe quelque chose. Est-ce grave? Assez pour que tu recommences à fumer? » « Oui, papa, c'est très sérieux et très important pour moi, mais je ne peux pas t'en parler pour le moment. »« C'est difficile pour moi, mon fils, mais je respecte ton choix. Je suis désolé, papa. J'ai bien conscience que je mets toute l'équipe en difficulté. N'en dis pas plus, Stefano. Je te connais. Je sais combien tu es consciencieux dans ton travail. Ce doit être bien grave pour te mettre dans cet état. Ne t'en fais pas. Tu es mon fils avant d'être le premier pilote de l'écurie Aurelia. Et puis, nous marquons tout de même 4 points aujourd'hui. » Il n'en dit pas plus et Stefano prit son père dans ses bras. Une fois encore, il lui donnait la preuve qu'il pouvait se reposer sur lui en cas de besoin. « Merci, papa. » Stefano rentra chez lui en Italie dès le lendemain, lundi 12 juillet. Le jour suivant marquait la date anniversaire d'un autre mardi 13. Voilà 3 mois qu'il avait été présenté à Ignamore. Il décida de lui envoyer des fleurs, mais il eut un mal fou à rédiger la carte qui les accompagnait. Il n'avait échangé qu'un rapide coup de téléphone durant la semaine et il n'avait pas prononcé plus de quelques mots. Ce flash de sa mémoire avait fait disparaître la merveilleuse intimité complice qui les liait. Il opta pour une formule neutre. Fiore per una bella fiora. 3 mois déjà. Baiser. Stefano. Sa démarche le soulagea. Caroline lui manquait et il le lui signifiait. Il savait ce qu'il devait faire. Tout était clair pour lui maintenant. Il allait se mettre en paix avec sa conscience sans pour autant compromettre leur histoire. Il dormit comme un bébé cette nuit-là et prit la route pour Nice dès le lendemain. Stefano téléphona chez les Perrin dès qu'il arriva à son hôtel. Ce fut Caroline qui décrocha. « Caroline ? » ?»« Oui. Bonjour Stefano, » dit-elle d'une voix peu accueillante, sur la défensive. « Je ne te dérange pas ?» demanda-t-il hésitant. « Non. Comment vas-tu ?»« Beaucoup mieux. Caroline, nous devons parler et nous retrouver aussi. J'avais pensé que j'aurais pu vous emmener, Margot et toi, au feu d'artifice de Nice ce soir. Qu'en penses-tu ? Je suis sûre que cela lui ferait très plaisir. Et toi, cela te plairait-il ? Je crois, oui. Entendu alors. Je passerai vous prendre vers 20h30. Nous irons manger une glace avant le début du spectacle. À tout à l'heure.
murmura-t-elle avant de raccrocher. Elle reposa le récepteur, pleine d'espoir, en se disant que le soleil s'apprêtait peut-être à chasser les nuages. Stefano déposa un léger mais tendre baiser sur les lèvres de Caro lorsqu'elle ouvrit la porte. Il fut convenu qu'il retrouverait Brice et Edith pour le spectacle après leur glace. Alexandre était déjà parti à Sachsenring pour le Grand Prix moto d'Allemagne qui avait lieu le dimanche suivant. La soirée fut très agréable et ils rirent beaucoup. Stefano avait très vite pris la main de Caroline dans la sienne et elle n'avait rien fait pour la lui retirer. Durant la soirée, Margot se suspendit au cou de Caroline et lui chuchota à l'oreille. « J'aime bien Stefano, il est super gentil. » Ces quelques mots touchèrent infiniment Caroline, car ils enfoncèrent un peu plus l'épine qu'elle avait dans le cœur. Ses parents proposèrent de rentrer avec Margot afin de permettre à Caroline et Stefano de se retrouver seuls. Ils en profitèrent pour aller faire une balade sur la plage. Ils restèrent de longues minutes silencieux, écoutant le bruit des vagues qui venaient mourir sur la plage. Les rires d'un groupe de jeunes et les échos d'un bal en plein air se faisaient entendre plus loin. Stefano brisa le silence. « Carolina, je suis désolée de mes réactions, surtout si elles t'ont fait souffrir. Je suis actuellement confrontée à un dilemme qui me préoccupe jour et nuit. » « Mais cela a été si soudain, de quoi s'agit-il ? » ?»« En effet, ça m'est tombé dessus en un éclair, mais je ne peux t'en parler. »« Tu n'as pas assez confiance en moi ? » ?»« Ce n'est pas la question. J'ai fait la même réponse à mon père, et Dieu sait qu'il a tout mon amour et toute ma confiance. Je veux que tu saches que je ferai tout pour que ce problème ne fasse pas obstacle à notre amour. Ne n'oublie jamais, cara mia. Ti amo, Carolina. Je t'aime. » Pour toute réponse, Caroline lui offrit ses lèvres. Un tel poids venait, à ces mots, de libérer son cœur. Le bonheur et l'insouciance de leur séjour à Paris réapparurent, et ils rejoignirent très vite l'hôtel de Stefano. Chapitre 7. Caroline s'échappa très vite le lendemain matin sur la promesse qu'ils dîneraient ensemble le soir même. La magie opérait de nouveau et ils en étaient l'un et l'autre très heureux. Toutefois, ce que Stefano devait faire ce jour-là l'angoissait. Malgré tout, il ne pouvait se soustraire à cette démarche, même s'il lui en coûtait énormément. « Monsieur Aurélia, vous avez souhaité me rencontrer ?» demanda le commissaire Jorel, qui ne pouvait cacher son étonnement en introduisant Stefano dans son bureau. « En effet, commissaire, j'ai une hypothèse à vous soumettre. »« Je vous écoute. De quoi s'agit-il » fit le policier intrigué. Il n'avait pas revu Aurélia depuis plus de 5 ans, excepté sur les écrans de télévision. « C'est à propos de Tony Gorba. Vous souvenez-vous » Un sourire désabusé aux lèvres, Jorel soupira. « Si je m'en souviens, une affaire que je n'ai jamais résolue, et ce n'est pas faute d'y avoir travaillé. Une enquête sur laquelle il a fallu œuvrer dans la plus grande discrétion. » De ce point de vue-là au moins, ce fut une réussite, car aucun média n'a jamais découvert la vérité sur mon ami Tony. Un cas assez complexe pour que je ne l'oublie jamais, monsieur Aurélia. Que devrais-je faire si j'avais découvert un nouvel indice, très sérieux, peut-être même des pistes qui pourraient nous mener à la vérité sur ce qui s'est réellement passé ce soir-là. En prononçant ces mots, Stefano détesta ce qu'il était en train de faire, d'autant qu'il ne pouvait se convaincre lui-même. Mais cela pouvait effacer tout doute, et il ne pourrait vivre totalement heureux sans cela. « Que dites-vous ? Ce que vous affirmez est extrêmement grave. J'espère que vous en êtes conscient. » Le regard glacial que lui adressa Aurélia lui fit regretter ses paroles. « Ai-je l'air de quelqu'un qui plaisante, commissaire ? » ?»« Non, bien sûr, c'est l'effet de surprise. Reconnaissez qu'il y a de quoi, après toutes ces années. Mais dites-moi en plus. » Aurélia se montra hésitant pour une fois. « À dire vrai, cela est en effet trop grave pour que je m'avance davantage dans l'immédiat. Je peux seulement vous dire que j'ai peut-être retrouvé la fille que j'ai surprise ce soir-là chez Tony. » « Comment est-ce possible ? » Pur fruit du hasard. Toutefois, elle se dit amnésique et ne regardait aucun souvenir de cette période précisément. « Quelle aubaine pour elle ! Et d'où lui viendrait cette perte de mémoire ? » ?»« Un accident de la route. Je compte bien en savoir davantage. »« Que voulez-vous dire ? » ?»« Rien de plus pour le moment. »« Mais cela n'est pas très orthodoxe, c'est à moi d'enquêter. Je ne peux pas vous laisser faire. »« Vous ne m'avez pas répondu. Quelle attitude devrais-je adopter ? » ?»« Tout me dire et laisser faire la police. Écoutez-moi, le coupa Stefano.
Cet entretien doit garder un caractère confidentiel. Je vous tiendrai informé si je venais à découvrir le moindre élément nouveau et important. Mais pour des tas de raisons évidentes, ma démarche doit rester officieuse. L'arrogance du jeune homme commençait à porter sur les nerfs du policier. Ce gamin pourrait être son fils, malgré son physique athlétique, il paraissait presque fluet à côté de son propre Quintal, et il tentait de l'intimider. Le plus dur pour Jorel fut de reconnaître qu'il y parvenait presque. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer l'assurance et l'autorité naturelle du jeune Aurélien, digne fils de son père, en moins sympathique toutefois. C'est d'un ton ironique qu'il demanda « Vous pourriez préciser ?» Son agacement fut à son comble lorsque le pilote lui répondit sur le ton qu'on utilise pour s'adresser à un enfant récalcitrant. « Tout d'abord, je ne suis sûr de rien, et nous n'avons pas le droit à l'erreur. Ensuite, si cette jeune femme est bien celle qui se trouvait chez Tony ce soir-là, cela ne prouve en rien qu'elle ait eu une quelconque responsabilité dans le drame. Or, dans ce cas, le vrai coupable, s'il y en a un, pourrait prendre envie de supprimer un témoin gênant. Je dois dire que cela ne serait pas, mais pas du tout, pour me plaire. » À ces mots, Jorel releva vivement la tête et croisa le regard du jeune homme qui semblait surpris lui-même de s'être trahi sur la nature des sentiments le liant à cette personne. Le commissaire se dit in petto que, qui que soit cette fille, elle ne laissait pas le jeune arrogant indifférent, ce qui disait à quel point cette démarche avait dû lui coûter. Quoi qu'il en soit, il était vexé de n'avoir même pas songé à cet aspect des choses. Si elle n'avait rien à se reprocher, elle était en tout cas un témoin essentiel. Tout cela le laissait dubitatif et il alla se planter un moment devant la fenêtre, les mains dans les poches de son pantalon. Il se retourna enfin, alors même que Stefano commençait à donner des signes d'impatience. « C'est entendu, je vous laisse quelques jours avant de reprendre mes investigations où elles en étaient il y a 6 ans. »« Quelques jours ?» s'exclama Stefano. « En effet, notre arrangement serait très mal vu de ma hiérarchie s'il venait à se savoir. Je prends quelques risques, et vous devrez, durant cette période, me livrer le moindre élément d'importance. Vous avez ma parole sur ce dernier point. Je vous communique tout nouvel élément. Mais je veux plus de temps, c'est impossible aussi vite. Si tout cela reste entre nous, il n'y a aucune raison pour que vos supérieurs apprennent quoi que ce soit. Il me faut du temps, commissaire, beaucoup plus que quelques jours. Cela risque de prendre des semaines, voire des mois. Je suis venu me confier à vous car cela devenait trop lourd à porter. Et vous êtes le seul à connaître tous les détails de cette affaire. Je vous offre ma confiance et vous demande la vôtre. Vous me demandez beaucoup ? Voici ma carte. Vous pourrez me joindre à tout moment. Je compte sur vous ? Sans problème, commissaire. Au revoir. À très bientôt, j'espère, monsieur Aurélien, susurra Jorel en lui tenant la porte. Stefano n'était pas satisfait de la tournure de leur entretien. Il regrettait déjà sa démarche, car il craignait que ce fouineur de policier ne s'en tienne pas là. Chapitre 8. L'été passa très vite. Caroline suivait Stefano sur tous les circuits et les performances du pilote rassurèrent toute l'écurie. Stefano remporta la pole position et termina en tête des Grands Prix d'Allemagne et de Hongrie. Il dut abandonner au 15e tour du Grand Prix Spa-Francorchamps en Belgique pour casse de sa boîte de vitesse. Le 12 septembre, il arriva en vainqueur à Monza, chez lui, sous les cris de joie des tifosi. Toute la Team Aurelia était en liesse et ils fêtèrent largement l'événement. Caro fut, à cette occasion, présentée aux 3 frères de Stefano et à leurs épouses. Elle revit aussi son père, Mario, qu'elle avait croisé à plusieurs reprises sur les circuits. Il se montra toujours très charmant, d'autant qu'il était enchanté de la relation de son fils avec le jeune top modèle. À ce stade du championnat, Stefano était en tête avec 108 points, mais il était talonné par le second à seulement 6 points de lui. Rien n'était joué, mais tout était encore possible. Leur bonheur était total et ils eurent du mal à se résoudre à la séparation lorsque Stefano s'envola le 16 septembre pour Shanghai, où il devait disputer le Grand Prix de Chine le 26. L'enjeu était énorme pour Stefano et l'écurie Aurélien. La distance et le décalage horaire obligeaient les coureurs à y arriver suffisamment tôt pour effacer les signes de la fatigue qu'ils occasionnaient. Ainsi, ne pouvant s'absenter aussi longtemps à cette période de l'année, Caroline dut se résoudre à le voir partir seul. Le jeudi 23 septembre, Stefano cherchait les résultats exacts de la première série d'essais avant de recommencer la deuxième.
Il voulait connaître les temps de ses adversaires pour élaborer la meilleure stratégie. Il commentait les chiffres avec l'un de ses ingénieurs en attendant que l'imprimante, située près du fax, lui livre ses résultats. Son regard se posa sur le document en attente dans le panier. Fax urgent pour Stefano Aurelia. J'ai retrouvé votre amnésique et tout concorde. Je suis obligé de la placer en garde à vue dès demain. Appelez-moi quand vous pourrez, Jorel. Stefano sentit une coulée de sueur froide glisser le long de son dos et se tourna vers la personne responsable de l'information et des nouvelles. « Depuis quand ce fax est-il arrivé ?» hurla-t-il paniqué. « Il y a environ 1 heure, tu étais en pleine série d'essais et puis j'ai oublié de te prévenir. Désolé, Stefano. »« Mauvaise nouvelle ?» demanda l'ingénieur, alarmé par l'air inquiet du pilote. « Je le crains, » murmura Stefano anéanti. « C'est une catastrophe. »« Stefano, en piste pour ta 2e série, vite, tout le monde t'attend !» lui cria le mécanicien qui venait d'entrer en trombe dans la pièce. Il cessa de réfléchir et prit son casque et ses gants. Il fit de son mieux pour créer le vide dans son esprit avant de se glisser dans son baquet. Il attendit le signal et démarra en trombe. Il effectua un excellent premier tour et améliora encore son temps sur le 2e et la moitié du 3e. Il terminait son freinage à la fin de la ligne droite afin d'aborder le virage en épingle à cheveux lorsqu'il laissa l'image de Caroline s'imposer à lui, commettant là une erreur fatale. En perturbant sa concentration au moment le plus critique de ce circuit, il perdit le contrôle de sa monoplace qui alla s'écraser contre le mur avant de repartir sur la piste en toupie. Ce fut la panique dans les paddocks d'où l'on avait suivi l'accident sur les écrans de contrôle. Les secours arrivèrent et dégagèrent Stefano de la carcasse de sa voiture. Ce dernier avait perdu connaissance, mais heureusement, le feu ne s'était pas déclaré. Il était 15h10 à Shanghai et un peu plus de 9h en France. Brice Perrin, qui regardait les informations du matin, fut le premier à connaître la nouvelle. Il appela sa femme et monta le son du téléviseur. Edith arrivait au salon alors que la journaliste précisait « Nous ne sommes pas encore en mesure de vous donner de plus amples détails sur l'état de santé du pilote italien. Nous pouvons seulement affirmer de sources sûres que Stefano Aurelia était inconscient lorsque les secours sont intervenus et que son véhicule n'a pas pris feu. Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure que les nouvelles du pilote nous parviendront. » Brice et Edith étaient abasourdis. Ils allèrent réveiller Alexandre et tous les trois étaient toujours sous le choc lorsque Caroline rentra de l'école où elle venait de conduire Margot. La jeune femme fut anéantie par l'annonce du drame et de longues heures d'attente commencèrent alors pour la famille Perrin. La sonnerie stridente du téléphone les fit tous sursauter en milieu d'après-midi. Alexandre répondit et tout le monde respira plus librement en voyant son visage s'éclairer au fil des paroles de son interlocuteur. Il raccrocha, le sourire aux lèvres. C'était Mario Aurelia. Il est à Shanghai. Stefano n'a pas complètement repris connaissance, mais les médecins ne sont pas inquiets. Ils sont très optimistes et le considèrent comme chanceux, compte tenu de la violence du choc, de s'en tirer sans plus de dommages. Une jambe cassée et le coup du lapin. Globalement, il va bien, plus de peur que de mal. Se tournant vers sa sœur, il ajouta « Monsieur Aurelia m'a prié de te transmettre personnellement toute son affection. » Caroline pleura de soulagement dans les bras de son père. Stefano était sauf et allait bientôt rentrer. Jorel, qui lui aussi avait entendu les nouvelles, hésita sur l'attitude à adopter. Il est vrai qu'il ne portait pas le jeune Aurelia en grande estime, mais il lui semblait presque déplacé d'aller arrêter sa petite amie dans un moment pareil. Après tout, il cachait tout cela à sa hiérarchie depuis plusieurs semaines. Quelques heures de plus ou de moins n'allaient pas changer grand-chose. Il décida de différer son intervention. Il laisserait passer le week-end avant de mettre Caroline Perrin en garde à vue, en espérant qu'elle n'allait pas lui filer entre les doigts d'ici là. Mario rappela Caroline le vendredi et le samedi. Il la dissuada de faire le déplacement, lui promettant de ramener son fils en France le plus vite possible. Le dimanche, elle eut la merveilleuse surprise d'entendre Stefano au bout du fil. Elle était folle de bonheur, mais ils ne se parlèrent pas très longtemps. Elle trouva le jeune homme peu loquace et comme gêné, mais elle mit cela sur le compte de son état. Chapitre 9. Le lundi suivant, Edith descendait l'escalier lorsque la sonnerie retentit. « Ne bougez pas, j'y vais !» cria-t-elle à la cantonade. Elle eut la surprise de voir 2 inconnus. Elle les avait tout d'abord pris pour des démarcheurs, mais ces derniers rectifièrent très vite son erreur. Ils se présentèrent en tendant leurs cartes.
Bonjour, commissaire Jorel, inspecteur Bob. Madame Perrin? C'est bien moi, répondit Edith inquiète. Nous souhaiterions nous entretenir avec votre fille, Caroline. Savez-vous où nous pourrions la joindre? Elle est ici, justement. Caro, Caroline, c'est pour toi. De quoi s'agit-il? Rien de grave, j'espère, reprit-elle à l'attention des policiers. Nous ne pouvons rien vous dire. Il s'agit d'un problème qui ne concerne que votre fille, pour le moment. Caroline découvrit le visage décomposé de sa mère lorsqu'elle arriva dans le vestibule et se demanda ce qui pouvait la bouleverser à ce point. Elle avait laissé ses visiteurs sur le pas de la porte, ce qui ne lui ressemblait pas. Ces messieurs sont de la police. Ils souhaitent te parler en privé. Le plus âgé des deux renouvela les présentations. Commissaire Jorel, inspecteur Bob, police criminelle. Vous êtes bien Caroline Perrin? En effet. Nous aurions quelques questions à vous poser. Vous allez devoir nous suivre au commissariat de Nice. Je peux savoir de quoi il en retourne exactement? Je préférerais que nous attendions d'être dans mon bureau. Bien, je prends mon sac, je vous suis. Sa mère, affolée, la suivit dans la maison. Que se passe-t-il, Caro? Tu comprends quelque chose? Non, maman, pas plus que toi. Je crois seulement que c'est sérieux. J'en saurai plus à mon retour. Elle ne dit pas un mot durant le trajet et passa en revue les dernières journées. Il ne s'était rien passé qui justifie une intervention aussi mystérieuse de la police. Alors que la voiture pénétrait dans la cour de l'hôtel de police, elle n'avait toujours pas pu s'expliquer ce qui lui arrivait. Aucune parole ne fut prononcée avant leur entrée dans le bureau du commissaire. Mademoiselle Perrin, je dois vous poser quelques questions concernant la soirée du 20 mai 1998. Et il s'agit du jour de mon accident. Celui qui vous a rendu amnésique? En effet, c'est pour cela que j'aurais beaucoup de mal à vous répondre. Précisément, je voudrais en savoir plus sur les circonstances de cet accident et de ses conséquences. J'ai relu le rapport de police qui mentionnait que vous rouliez sur votre moto dont vous avez perdu le contrôle. Vous étiez apparemment seul et les secours sont arrivés vers 1h du matin. Savez-vous d'où vous veniez? Hélas non, je n'ai aucun souvenir depuis les jours ayant précédé l'accident jusqu'à mon réveil à l'hôpital. Mais que veulent dire toutes ces questions et pourquoi revenir là-dessus? Eh bien, sachez que quelqu'un est en mesure de dire où vous étiez ce soir-là. Que dites-vous? Mais qui est-ce? Où est-il et surtout, où étais-je donc? Je ne pourrai répondre à votre question quant à l'identité de cette personne, car elle est le principal témoin de cette affaire et prétend que vous étiez ce soir-là chez l'acteur Tony Gorba. Qu'aurais-je fait chez une célébrité? Et quand bien même, en quoi cela explique-t-il ma présence ici? Votre convocation d'aujourd'hui est justifiée par le fait que cette nuit-là, Gorba a été retrouvé dans sa chambre, gisant dans son sang. Il fallut quelques instants à Caroline pour assimiler cette révélation et en comprendre les conséquences. Il était... En effet, il avait cessé de vivre. Vous m'accusez d'être responsable de sa mort? Nous n'en sommes pas là. Disons que vous... Mais c'est un vrai cauchemar, le coupa-t-elle. Je ne le connaissais pas. Qu'aurais-je pu faire chez lui? Pourquoi l'aurais-je tué? Je ne me souviens de rien. Caroline cédait à la panique devant l'horreur de ces révélations et Jorel tenta de l'apaiser. Mademoiselle Perrin, calmez-vous. Vous n'êtes que suspecte pour le moment. Vous bénéficiez de la présomption d'innocence et il me reste un très grand nombre de points à éclaircir avant de demander votre mise en accusation. C'est pour cela que j'ai décidé de vous placer en garde à vue. Je conçois ce que cela peut avoir de pénible pour vous, mais ces 24 heures légales vous suffiront, peut-être, pour y voir clair dans la succession d'événements qui vous ont conduit de chez la victime à votre accident. Vous n'avez aucun souvenir et cela vous paraît inimaginable, mais un homme n'en a pas moins trouvé la mort ce soir-là. Le silence s'installa un moment avant qu'il ne reprenne. Dans le cadre de la garde à vue qui démarre officiellement à l'instant, il nota l'heure exacte, 11h17, je me dois de vous énoncer vos droits. Le premier, la possibilité d'un contact téléphonique avec la personne de votre choix. En ce qui vous concerne, votre famille sera vite prévenue, car je vais convoquer vos parents et votre frère pour les interroger dans les heures qui viennent. Je vous laisserai alors les voir. Vous avez le droit de vous entretenir avec votre avocat dès maintenant, puis à la 20e heure de votre garde à vue. Je préfère attendre d'en savoir plus. Tant que vous me traiterez bien, je me plierai aux exigences de cette procédure. Tout cela est tellement fou. Je n'ai aucune raison de ne pas vous traiter comme il se doit.
Je vous le rappelle, vous n'êtes ici que sur le témoignage d'une personne. Bien que celle-ci soit totalement digne de confiance, la particularité de votre cas fait que vous êtes loin d'être considérée comme une dangereuse criminelle. » Ces paroles eurent pour effet de rassurer Caroline et de lui apporter un peu de réconfort. Elle pensa à utiliser son droit à un appel pour tenter de joindre Stefano, mais à quoi bon? Elle ne savait même pas où il était précisément. Elle renonça donc à cette idée. « Pour commencer, reprit le policier, je vais soumettre en urgence votre cas aux médecins experts en psychiatrie et en neurologie auprès de la cour de Nice. Je les ai convoqués et les laisserai s'entretenir avec vous. Ils seront peut-être en mesure de me dire si une amnésie telle que la vôtre peut ou non être feinte. « S'il y a un point qui ne fait aucun doute, c'est bien celui-ci, » murmura-t-elle avec ironie. 2 heures plus tard, Caroline en avait fini avec les questions et tests auxquels la soumirent les 2 spécialistes. Elle était épuisée et ne comprenait pas que l'étude de son dossier médical, rigoureusement tenue à jour par ses propres médecins, n'ait pas suffi à faire le jour sur la véracité de son état. Elle était donc encore très déprimée lorsqu'elle fut de nouveau introduite dans le bureau du commissaire. « Vous devez avoir faim. J'ai fait monter un plateau repas. »« Non, merci, je ne pourrais rien avaler. » Elle sentait monter sa migraine, ce qui n'était plus arrivé depuis des mois. « Il faut vous y efforcer. Vous n'êtes pas au bout de vos peines, et bien que je vous promette de faire mon possible pour alléger le poids de cette épreuve, cela va être de plus en plus dur. Soyez raisonnable. Avalez quelque chose pendant que je discute avec les médecins. » Caroline dut reconnaître qu'il y mettait du sien et s'efforça de grignoter un peu de la portion de pizza qui refroidissait sur le plateau. Elle repoussait ce dernier lorsqu'elle entendit s'ouvrir la porte et eut la bonne surprise de voir sa mère entrer dans le bureau. « Vous avez 5 minutes, » annonça l'inspecteur Baum en refermant la porte avant d'aller se poster discrètement à l'autre bout de la pièce. Elles s'étreignirent et ne purent échanger que quelques mots, chuchotés. « Comment vas-tu, ma chérie? Tu es bien traitée au moins? »« Ça peut aller. C'est très pénible, mais personne ne cherche à me rendre les choses plus difficiles. La preuve en est que tu ne devais pas être autorisée à me voir. Tu ne le devrais pas, en tout cas. Où est Margot? Nous l'avons déposée chez Monique en venant. Je suis venue avec papa et Alex. Les policiers m'ont écouté la première. Ils voulaient que je leur parle de ton emploi du temps le jour de ton accident. Pourquoi? Je n'avais rien à expliquer qu'ils ne sachent déjà. Écoute-moi, maman. Nous avons très peu de temps. Même si l'on parvient à éclaircir rapidement la situation, la nouvelle de ma garde à vue sera vite connue des médias. Je crois préférable que tu demandes à Monique de conduire Margot à Bergame, chez Marie-Paul. Elle sera mieux protégée de tout cela en Italie et entourée de tes sœurs que si elle reste ici. Bien sûr, tu as raison. Je ferai en sorte qu'elle soit partie avant ce soir. Je pense que l'une comme l'autre seront ravies de ce séjour improvisé avec la petite. » Percevant des sanglots de panique dans la voix de sa mère, Caroline s'efforça de prendre un ton ferme pour la rassurer. « Ne t'inquiète pas pour moi. Cette histoire est absurde et tout sera vite réglé. Je serai libre demain à 11h17 précise, affirma-t-elle en souriant. « Je n'y comprends rien, chérie. Comment peux-tu être ici, traité comme un malfaiteur? Quel rapport cela a-t-il à voir avec ton accident? Parle-moi, Caro. » « Je me suis perdue moi aussi, maman. Ça ne peut être qu'une erreur. Ils me relâcheront très vite, tu verras. » Baum s'approcha en tout sautant, et elles durent se séparer. La jeune femme parvint à donner une image sereine jusqu'à ce que la porte se referme, mais s'effondra dès qu'elle fut seule. Elle n'était plus sûre de rien, en fait. Son amnésie lui avait confisqué tout un pan de sa vie, et elle ignorait tout de ce qui s'était passé durant les quelques heures sur lesquelles portait son trou noir. Et si elle s'était réellement rendue coupable d'un meurtre, elle se sentit de nouveau envahie par un atroce sentiment d'être dans la peau d'une autre. L'extrême tension accumulée ces dernières heures avait raison de son courage. Chapitre 10. Elle commençait à se calmer lorsque Jorel revint, mais accompagnée. Caroline n'en croyait pas ses yeux et se remit à pleurer car le policier venait d'introduire Stefano. Elle se jeta contre lui et il laissa tomber ses béquilles pour la prendre dans ses bras. Le policier referma la porte sur eux en pensant que pour une fois, il préférait être à sa place qu'à celle d'Aurélia. Stefano posa une main hésitante mais caressante sur les cheveux de la jeune femme qui s'apaisa doucement. Il savoura ces minutes précieuses et se raidit lorsqu'elle se mit à parler. « C'est tellement bon que tu sois là. Tu vas bien?
Et ton cou, tu ne souffres pas trop ?» s'inquiéta-t-elle en caressant doucement la Minerve qui soutenait ses cervicales. « C'est merveilleux de te voir enfin, mais comment peux-tu être là? Pourquoi tu ne m'as rien dit hier ?»« J'ai signé une décharge à l'hôpital pour rentrer dès que j'ai su. Je voulais être près de toi pour te soutenir au plus vite. » Il se rendit compte qu'il en avait trop dit, mais le mal était fait. Elle eut soudain un doute. Quelque chose clochait. Elle était en garde à vue depuis quelques heures seulement. Comment aurait-il pu rentrer si vite de Chine? Elle recula légèrement afin de voir ses yeux. Il parvint à soutenir son regard, mais elle ressentit le malaise du jeune homme. « C'est une faveur que me fait Jorel en me laissant te voir seul à seul, et uniquement parce que cela a un rapport avec son enquête. »« Mais que veux-tu dire? Qu'as-tu à voir avec tout ça? Tu en sais quoi exactement ?» Il la saisit par les bras et la regarda droit dans les yeux, tentant de faire passer par le regard tout ce qu'il éprouvait pour elle, et ce que la situation avait de difficile pour lui aussi. « Caroline, j'étais là ce soir-là. C'est moi le témoin dont a parlé la police. »« Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est impossible !» hurla-t-elle. « Si, c'est possible. Souviens-toi, je t'ai dit dès le début que j'avais la sensation de t'avoir déjà rencontré. J'ignore ce que tu faisais là-bas en ce jour terrible. Quant à moi, Tony était mon meilleur ami. » Caroline se détacha de lui. Elle chancela et il tenta de la soutenir, mais elle se dégagea d'un geste brusque, comme dégoûtée. Bien qu'il s'y soit préparé car c'était inévitable, il ressentit comme une déchirure. Mais, sachant qu'elle le rejetterait, il préféra retenir l'élan qui le poussait à la reprendre dans ses bras. Elle lutta contre la nausée qui lui montait aux lèvres. « Pourquoi, Stéphano? Devais-tu en parler à la police? Je veux dire aussi vite, et avant même d'en avoir parlé avec moi ?» articula-t-elle dans un murmure. « Oui, je le devais. C'est du moins ce que je croyais, voilà quelques semaines. Comprends-moi, Tony était mon ami. »« Et moi, je suis quoi, moi ?» le coupa-t-elle hors d'elle maintenant. « Là n'est pas la question, Caro. Il a été assassiné alors même que j'étais sous son toit, et tu t'y trouvais également. Que pouvais-je penser? J'ai douté, n'est-ce pas humain? Tu m'avais peut-être berné, tu savais peut-être tout de cette soirée. Ton amnésie n'était peut-être qu'une simulation. Je pensais que tout serait plus sain pour nous si nous savions à quoi nous en tenir. Finalement, Jorel m'a piégé. Je sais maintenant que tu es incapable de tout cela et je m'en veux au point que j'ai perdu le contrôle de ma voiture. Je ne vois pas le rapport. Jorel m'a prévenu par fax qu'il te mettait en garde à vue. Je n'ai pas eu le temps de retrouver mes esprits avant de reprendre la séance d'essai et... Parce que tu veux aussi me faire endosser la responsabilité de ton accident? Non, bien sûr que non. Ne dis pas de telles horreurs. Je suis seule responsable, même si c'est parce que j'ai pensé à toi que je n'ai pas freiné à temps. J'aurais voulu te prévenir, mais ils m'ont bourré de calmants pendant 2 jours. Après, il était trop tard. J'ai préféré rentrer en France au plus vite. Tais-toi, s'il te plaît. Arrête-toi, cela fait trop mal. Tu m'as menti depuis des semaines. Tu as abusé de ma confiance sans m'accorder la tienne. Et puis, que faisons-nous ensemble chez lui ce soir-là? Je ne te connais pas, hurla-t-elle hors d'elle. Te rends-tu compte que tu me fais accuser de meurtre? Finit-elle dans un sanglot. Stéphano sut de façon certaine, à cet instant, qu'elle n'avait jamais simulé l'amnésie. Elle n'avait vraiment aucun souvenir de ce qui s'était passé entre eux. Il mesura alors pleinement les conséquences de sa décision. Qu'avait-il fait? Il prit cruellement conscience de tout ce qu'elle représentait pour lui. Comment avait-il pu jeter la femme qu'il aimait en pâture à la police? Elle ne pouvait pas être responsable de la mort de Tony. Il en était maintenant convaincu. Mais le mal était fait. Elle était désormais entre les griffes de la justice et nul ne savait comment tout cela allait finir. « Je me battrai à tes côtés. Tu auras les meilleurs avocats et nous te sortirons de là. Va-t'en, pars s'il te plaît. » Il esquissa un geste vers elle, mais elle lui avait tourné le dos. « Pourras-tu me pardonner un jour ?» Caroline fut alors une fois encore la proie des larmes. Elle croyait pourtant avoir épuisé toutes celles de son corps. Il quitta la pièce après avoir maladroitement ramassé ses béquilles. Dans le couloir, Jorel mit fin à sa conversation avec Éric Baume et ne vit en Stéphano qu'un homme brisé. Il le plaignit sincèrement. Le pilote n'avait plus rien du jeune arrogant d'antan. « Monsieur Aurélia ?» Stéphano se retourna lentement.
Oui, commissaire. Je comprends que ce soit beaucoup vous demander, mais vous devrez revenir demain matin. Je souhaite organiser une rencontre entre mademoiselle Perrin, son frère et vous-même. Nous pourrons certainement reconstituer une bonne partie du puzzle en mettant vos témoignages bout à bout. Vous viendrez? Bien sûr, je serai là. Jorel s'éloignait déjà quand Stefano le rappela. Commissaire, j'ai commis une énorme erreur en mentionnant la présence de Caroline chez Tony ce soir-là. Elle ne peut pas être coupable, et je suis certain qu'elle ne simule pas sa perte de mémoire. Deviez-vous vraiment mettre cette machine infernale en route? D'ailleurs, comment avez-vous su qu'il s'agissait de Caroline? J'ai fait faire une recherche sur les accidents de la route ayant impliqué une jeune femme à moto à cette date-là. Tout bêtement. Monsieur Aurélia, je comprends ce que vous pouvez ressentir, mais vous avez fait ce qu'il y avait de mieux à faire, ne serait-ce que pour vous ôter tout doute. Je vous rappelle que votre meilleur ami a perdu la vie cette nuit-là. Il vous serait difficile de construire quoi que ce soit sur de telles bases. Essayez donc de l'expliquer à Caroline. Elle n'a pas voulu m'écouter, articula Stefano. J'ai bien conscience que c'est très dur pour vous deux. Cette histoire est très complexe et il est difficile de faire la part des choses, reprit le commissaire. Toutefois, même si son amnésie est réelle, tant que je ne saurai pas ce qui s'est exactement passé ce soir-là, je n'aurai pas le droit, en tant que policier, de me fier aux simples apparences, quels que soient mes sentiments et opinions personnelles. À demain, 8h30. Le commissaire retrouva Caroline prostrée devant la fenêtre. Il se réjouit que cette dernière soit protégée de barreaux, car Dieu sait ce qui pouvait bien passer par la tête du jeune mannequin à cette minute. « Voulez-vous un café ou autre chose ?»« Merci, je crois qu'un café me ferait du bien. » Elle n'avait pas bougé et retourna à son mutisme, tandis qu'il priait le policier en faction de leur porter 2 tasses. Le commissaire respecta son silence. Ce fut elle qui le brisa peu après, prenant place sur la chaise face à lui. Comment tout cela peut-il m'arriver? C'est un cauchemar, n'est-ce pas? Il suffit vraiment d'1 minute pour que toute une vie bascule ou s'éteigne. Je ne peux m'imaginer tuer quelqu'un. Comment est-il mort? Il a reçu un coup violent à la tête. Mademoiselle Perrin, dans son cas, il n'y a pas de possibilité d'inverser le cours des choses. Il est bien trop tard. Mais pour vous, nous pouvons encore espérer que ce n'est qu'un malentendu. Comme vous le savez, j'ai eu un entretien avec les spécialistes que vous avez rencontrés. Que pense-t-il de mon état? Ils ne peuvent nier que vous avez subi un choc violent et un grave traumatisme capable d'entraîner une amnésie. Mais ils affirment, en l'état actuel des choses, que nul ne peut être certain que la vôtre ait persisté toutes ces années. Charmante nouvelle. Quelle chance me reste-t-il? Tout d'abord, je n'ai pas exploité toutes les pistes possibles. Ensuite, sachez que les psychiatres m'ont fait une suggestion. En effet, selon eux, il est vital pour vous de connaître la vérité, que vous soyez ou non coupable. Ils pensent en effet que la souffrance provoquée chez vous par cette affaire pourrait vous perturber gravement. Il existe un moyen de mettre fin au doute en ce qui vous concerne. Jorel fut interrompu par son collègue qui venait porter les cafés. Il prit le temps d'en pousser un devant Caroline, de sucrer le sien et d'en boire une gorgée avant de poursuivre. Bien sûr, si vous n'êtes pas coupable, cela ne résoudra pas mon enquête, et j'en viens presque à le souhaiter. Mais vous sauriez à quoi vous en tenir sur les événements de cette nuit du 20 mai. Caroline, très intriguée, le pria impatiemment d'en venir au fait. Eh bien, il propose, avec mon accord, de vous soumettre à une séance d'hypnose. Il pense possible que votre inconscient permette à votre mémoire de livrer ses secrets. Bien sûr, cette opération devrait être enregistrée afin que je prenne connaissance de ces révélations au titre de l'enquête. Il n'en est pas question, s'écria-t-elle en se levant de nouveau pour arpenter la pièce. Mademoiselle Perrin, ne faites pas l'enfant. Permettez-moi d'y réfléchir. Promettez-moi d'y réfléchir aussi. Nous ne devons rien négliger. C'est tout simplement indispensable. Et puis, sachez que pour l'heure, j'en sais plus que vous sur vos faits et gestes et sur le déroulement de cette soirée funeste. Stefano Aurélia peut très bien me confondre avec quelqu'un d'autre. Après tout, pourquoi prenez-vous ces suppositions pour argent comptant? Ce n'est pas ce que j'ai fait. Je me suis contenté de chercher à étayer ces déclarations. Si je n'avais pu confirmer ces dires, tout se serait arrêté, là, comme 5 ans plus tôt, faute de preuves.
Et vous avez donc, comme par hasard, réussi à trouver un autre témoin ayant pu appuyer les dires de M. Aurélia? Non, pas par hasard. Il a parlé car il ne pouvait plus se taire, mais croyez-moi, tout comme à M. Aurélia, cela lui en a coûté. Ce nouveau témoin est votre frère, Alexandre.